الزول في اللون السكين الجينا نبوي وكنا دي مسلايا فو منو غاكينا ام جاروي كي كان لإسرائيل فلسطين لدغا اموسون الحماس ماشي وين الا ندقبيلين ناغ ذا مزيغ مشا ظل جار ذي مصر عندك كان يشود يوزان غونسن شاشناق ذواني كيكسن مزروي مشا ذا بروفيسور يتيدير عندك ذي الكندا ذا بروفيسور دو سوسيولوجي تسداويت كيباك ذي مونريال وكي ذماس رشاد أنطونيوس وماينير أزول فلاك. Azul. Voilà, Bon, Azul. voilà. Brièvement, je vous ai introduit dans notre langue. C'est pour dire que vous êtes notre invité, Monsieur Rachid Antonios. Vous êtes professeur en retraite, en fait, en de sociologie à l'Université de Québec à Montréal. Je suis très honoré d'être votre invité et je suis désolé de ne pas pouvoir dire quelques mots en langue kabyle. Euh, c'est une chose que toute personne qui vit dans la région devrait apprendre, à la fois l'histoire et la culture. Et voilà. Monsieur Antonios, c'est pour la première fois que vous apparaissez dans notre chaîne TV Mhm. TQ5. Ça serait bien de nous faire connaître un peu brièvement, ne serait-ce que brièvement, c'est qui Rachid Antonios. Je sais que vous êtes de Caire, né au Caire. Vous êtes diplômé, ce qui est bizarre un peu, en mathématiques et vous avez même fait une maîtrise à Manitoba, si je ne me trompe pas, ici au Canada, dans le domaine des mathématiques, avant de se pencher vers les sciences de sociologie. Est-ce que c'est correct? Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai fait mes études en maths physique à la faculté des sciences du Caire. Et après, je suis venu au Canada où j'ai fait la maîtrise, comme vous l'avez dit. Et à un moment donné, les questions sociales, de développement, d'émancipation sociale des peuples de notre région m'ont intéressé et j'ai décidé de travailler en sociologie. J'ai continué à enseigner les mathématiques au Cégep pendant très longtemps et j'ai passé à l'université en 2003. كيف تسهم الا كحريشه كاين توسنات الماتيماتيك كان يغال يخدم الدكتور اينس دي سوسيولوجي تسداويت نكيباك دي مونريال يغال دم نادي يخدم لنا في مسلكي وكيشدن ريني تيثنيس كتصغرما دونك اني من القاص فرنسي سي une chaire de recherche en immigration ethnicité et citoyenneté. Donc, vous étiez à un moment donné responsable de cette chaire au Canada, n'est-ce Non, pas? j'étais le directeur adjoint, j'étais pas le responsable, directeur Ouais. adjoint. Mais c'est ça, on a travaillé beaucoup sur les questions de discrimination, de racisme, bon, de l'immigration, l'ethnicité. J'ai aussi travaillé sur l'histoire des communautés immigrées de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, j'ai un peu travaillé sur toutes ces questions, en plus évidemment de travailler sur des questions. J'ai écrit plusieurs livres de statistiques appliquées aux sciences sociales. Très bien. أكيد سلام رشاد أنطونيوس ذا بروفيسور يتنادين دعني تمثال تيشدن أسماء لماس نار لو موين أوريون يورا تصن يذلسن كيكير أكيد إما جرات النسنانن أكيد تولي مكاثورا يورا أمديا دي زوج 2016 فلسطين إسرائيل مومون ستركتورون دو droit international 1917-2015 أكيد دارنير يورا في la 60e anniversaire de l'État d'Israël la déposition du peuple palestinien tombe dans l'oubli. Il y aura dans Israël le mythe de légitime défense. Dernier, il y aura l'islam intégriste, l'hostilité à l'immigration et la droite nationaliste. Quel rapport ثمانية وشون إن بعثت نعرض أشكو نسافر من ساعة ديسهم ذا شكل إذا ذي ثمانية كين بالستين أك l'Israël. Vous avez compris, hein? Je suis honoré que vous ayez mentionné les papiers que vous avez mentionnés sont ceux qui me tiennent le plus à cœur. Vous avez tout à fait raison de les avoir choisis. Tout à fait. Donc, c'est ça, justement, on attaque directement ma première question. C'est quoi l'origine du conflit israélo-palestinien? Alors, au départ, il y a des éléments d'histoire qu'il faut se rappeler. Au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon, la Palestine était à 94% peuplée de Palestiniens arabes, y compris certains juifs arabes qui vivaient en Palestine. Et il y avait 5 ou 6% de communautés
juives non arabes, non du Proche-Orient, qui étaient là pour des raisons religieuses. Certains éléments, certains membres de ces communautés étaient là pour rester. Ils sont venus s'installer, ils étaient bienvenus, ils étaient bien installés. Il y avait aussi des communautés chrétiennes non arabes, parce que la Palestine, il y a 20% de Palestiniens qui sont des chrétiens arabes, ok, de Ok, culture arabe et qui sont chrétiens, qui n'ont pas été convertis par les missionnaires, là. Ils sont chrétiens depuis 2000 ans. très Donc, bien. euh, c'est ça. Puis il y avait une toute petite immigration juive pour des raisons religieuses surtout. Et le début du XXe siècle et la fin du XIXe siècle ont vu aussi une hostilité croissante envers les Juifs d'Europe, des pogroms en Russie, des actions de plus en plus hostiles, l'affaire Dreyfus en France, l'antisémitisme européen était très fort. Et une partie des Juifs européens ont dit, écoutez, tant qu'on est en Europe ici, on ne va jamais être traités comme des citoyens égaux. Et donc, peut-être que si on avait un pays, euh, on pourrait vivre en citoyen égaux dans ce pays et être protégé. Ils ont considéré plusieurs places possibles, mais en fait, c'était la Palestine qui était l'endroit privilégié à cause de l'histoire religieuse des Juifs. Et le slogan qui a été mis de l'avant était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc, pour eux, la Palestine était une terre sans peuple. Et eux, Mhm. ils étaient un peuple qui n'avait pas de terre. Ils ont dit, donc, nous, peuple sans terre, on va aller dans cette terre qui n'a pas de peuple. Et c'est là que tout a commencé, dans le sens où la Palestine était une terre peuplée de Palestiniens. Et donc, si on la considère sans peuple et qu'on décide d'émigrer pour faire un pays, pas pour s'intégrer, mais pour faire un pays, ça euh, avait pour conséquence nécessaire qu'on devait exclure ceux qui habitaient déjà. Tout ça, ce n'était pas encore clair à l'époque. Ça s'est clarifié avec le temps. Alors, euh, Quand on dit à l'époque, ça veut dire on est à peu près vers le le début début de du la XXe Première siècle, Guerre mondiale, c'est ça? oui, autour de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, dont la Palestine était une province, c'était une province de l'Empire ottoman. D'accord. C'est quand l'Empire ottoman s'est écroulé à la fin de la Première Guerre mondiale que la Grande-Bretagne a reçu de la Société des Nations le mandat de gérer la Palestine. Et en principe, le système mandataire, c'était pour euh, aider les habitants du lieu d'atteindre une véritable indépendance parce que dans la pensée de la Société des Nations, dans la pensée coloniale, Sous-entendu, pour ceux qui nous regardent et ne connaissent pas forcément, Société des Nations, c'était l'ancêtre de l'ONU actuelle. c'était ce qui a précédé l'ONU. Voilà. Donc, c'était les grandes puissances européennes qui étaient là. Les puissances du reste du monde du Sud n'étaient pas là. Mhm. C'était les puissances européennes surtout. Elles ont donné le mandat à la Grande-Bretagne de, 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 de gérer la Palestine et d'aider les Palestiniens graduellement à devenir un pays. Mhm. Sauf que dans le mandat de la Grande-Bretagne, plutôt que dire on va aider les Palestiniens à devenir un pays, dans le mandat, ils ont eu comme tâche première d'aider le mouvement sioniste européen à s'implanter en Palestine et à petit prendre le contrôle des institutions et des infrastructures, de la chaîne d'électricité, du système monétaire, et ainsi de suite. Et là, c'est là que les Palestiniens ont commencé à réaliser que l'émigration juive, c'était pas des immigrants qui venaient s'insérer dans la société d'accueil comme nous. Moi, je suis un immigrant, je suis venu m'insérer ici dans la société d'accueil, mais ils ont réalisé que les immigrants juifs qui venaient d'Europe avaient un autre projet, c'est celui de faire un pays qui allait remplacer la Palestine. Mhm. Et là, les tensions ont commencé, c'était des tensions sociales, politiques, avec quelques violences. Et ça a commencé, cette tension et cette politique d'implantation graduellement jusqu'en 1947, Mhm. après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale en 1947, alors, il y avait eu entre-temps l'Holocauste, le massacre, le génocide des Juifs en Europe. Donc, les Juifs avaient une bonne raison de vouloir quitter l'Europe et de s'installer ailleurs. Les puissances européennes avaient une bonne raison de les aider à s'installer ailleurs.
Le problème n'était pas l'accueil des Juifs. Le problème était qu'avec ça, il venait avec un projet de faire un État qui allait remplacer l'État des habitants premiers. Et donc, en 1947, il y avait eu 33% de la population qui était essentiellement des Juifs européens et 67% de la population qui était des Palestiniens arabes. D'accord. La majorité musulmane, une forte minorité chrétienne, tous parlant la langue arabe, de culture arabe, les anciens citoyens, si vous voulez, de l'Empire ottoman. Et donc, on arrive à une situation où il y avait quand même une forte minorité, mais une minorité, 33% de juifs. Là, l'ONU est saisie du problème. La Grande-Bretagne dit, je suis plus capable de gérer cette tension-là parce qu'elle se manifestait par des violences militaires. Et alors, l'ONU a dit, OK, on va diviser le pays en deux. On va faire un pays pour les Juifs et un pays pour les Palestiniens, arabes. Et le pays pour les Juifs, on va leur donner 56% du territoire. Et Alors pourquoi le choix de ce 56 alors qu'il y a un tiers de la population qui était juive? Parce que le monde occidental voyait le problème à travers les perceptions coloniales de l'Europe et des Juifs européens. Parce que les Juifs des pays de la région arabe, les Juifs d'Afrique du Nord et les Juifs du Mashrek ne voyaient pas ça de la même façon. Ils étaient antisionistes pour la grande majorité. La grande majorité des Juifs marocains étaient antisionistes, la grande majorité des Juifs algériens étaient antisionistes, des Juifs égyptiens, ainsi de suite. C'était donc, les Juifs de Temesra ou l'Afrique du Nord, ils étaient anti-sionistes, c'est ça? Ils étaient antisionistes, les Algériens se sentaient beaucoup algériens. Alors, pour le cas de l'Algérie, il y avait une autre dynamique, c'est celle de la France et du décret Crémieux qui est donné en donnant la citoyenneté française aux Juifs, a commencé à remettre en cause leur appartenance à l'Algérie. Et il y a beaucoup de Et c'est Juifs. là, je vous arrête juste, Oui, j'aimerais faire un allez-y. échange, monsieur Rachid Dantenios. Absolument, absolument. Arrêtez-moi comme vous voulez. J'ai invité une certaine Hidia Ben Sahli. Je vous invite d'ailleurs à acheter son livre. Il est intéressant, qui vient d'éditer l'Algérie juive. C'est important. C'est là, de par la discussion, qu'est né le sentiment anti-juif chez les Amazirs, en général, l'Afrique du Nord. Oui, vous avez tout à fait Est-ce raison. que vous êtes d'accord avec ça? Absolument, parce que à partir du moment où la France, puissance colonisatrice, donne des privilèges et reconnaît comme les siens une partie de la population, ben, aux yeux du reste des Algériens, cette partie de la population avec qui ils vivaient depuis longtemps bascule et tombe dans le camp du colonisateur. Vous voyez, alors c'est une politique qui a été extrêmement négative. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans nos cultures des pays d'Afrique du Nord, qu'il n'y avait pas de sentiment de supériorité envers les Juifs. Il y avait des attitudes un peu discriminatoires, mais il y avait aussi de la convivialité, de l'amitié. Les Juifs et les non-Juifs se visitaient, se fêtaient pour leurs fêtes religieuses, s'offraient des gâteaux à leurs fêtes. Et il y avait une convivialité. C'est exactement ce qu'a expliqué Hidia Ben Sahli. Il y avait vraiment un vivre ensemble Il y extraordinaire avait entre un les vivre Juifs et les ensemble Berbères, les extraordinaire Amazirs. qui n'était pas exempte de tension. Hein. Il faut pas avoir une vision tout à fait idéaliste, mais il y avait essentiellement un vivre ensemble et une convivialité qui a été brisée par la politique coloniale. Alors, pour revenir à la question de comment ça se fait que l'ONU donne 56%, c'est parce que l'ONU se situait dans la politique coloniale. La grande majorité des pays de l'ONU étaient encore les puissances colonisatrices. Ils avaient un problème européen qui était l'antisémitisme, la discrimination contre les Juifs, la haine des Juifs, l'Holocauste, le génocide donc contre les Juifs. Ils avaient ça, ils ont dit on va le résoudre dans un pays du tiers-monde qui est la Palestine. Après, on a choisi la Palestine pour des raisons religieuses et historiques. La Palestine a des connotations religieuses importantes chez les Juifs. Mais connotation religieuse ne signifie pas
le droit d'expulser les habitants qui habitaient là, vous voyez. Et donc, à ce moment, le conflit, les Palestiniens n'acceptent pas. C'est normal. Imaginez que nous, les immigrants ici au Québec, on dit un jour, on va faire un pays au Québec pour les immigrants et on va expulser les Québécois. Ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas accepter. Oui. Alors, la même chose, il y a des immigrants européens qui arrivent en Palestine, qui disent, on va faire un pays pour nous, et les Palestiniens n'ont pas vraiment de la place dans ce pays. Donc, les Palestiniens refusent. Et quand ils refusent, il y a une guerre. Et Israël, les Palestiniens ne sont pas ni les Palestiniens ni les Arabes n'avaient de véritable armée forte, des institutions militaires. Et donc, Israël, par contre, avait l'appui inconditionnel de l'Europe. Et donc, Israël non seulement gagne cette guerre, mais euh, expulse les 2 tiers des Palestiniens qui habitaient dans la région qui est devenue maintenant Israël. Donc, il y a eu entre 700 et 850 000, personne n'a des chiffres absolument exacts, mais c'est minimum 700 000, autour peut-être de 800, 850 000 de Palestiniens expulsés de leur maison, comme on voit à Gaza maintenant. C'est-à-dire, Notamment en Jordanie, hein, notamment en Jordanie. ils ont été expulsés vers la Jordanie, un peu vers le Liban, Voilà. un peu vers l'Égypte, et dans les pays avoisinants, et un peu vers la Syrie. Mm. Ils sont partis dans les pays avoisinants. Beaucoup sont allés en Cisjordanie et à Gaza. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quitté la Palestine, mais ils ont quitté leur village et ils sont allés dans une autre région de Palestine, celle qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie et Gaza. Le 3 quarts des habitants de Gaza sont originaires de la Palestine historique et c'est leurs parents et grands-parents qui ont été expulsés de cette Palestine historique entre 47 et 49, parce que l'expulsion, elle s'est déroulée sur 1 an et demi à peu près. Alors, pendant longtemps, il y a un point de détail, mais j'aimerais l'expliciter quand même. Pendant longtemps, les Israéliens disent, mais nous, on ne les a pas chassés, ils sont partis tout seuls. Ils sont partis parce qu'ils ont peur de la guerre. À ça, il y a 2 réponses. Premièrement, même s'ils partent à cause qu'il y a des violences, ils devraient pouvoir retourner après. Israël les a empêchés. Deuxièmement, ils ne sont pas partis de leur plein gré. Certains sont partis de leur plein gré et les autres ont été expulsés avec le fusil à bout portant. Et ça, ce n'est pas juste les historiens palestiniens qui disent ça. Les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes, qu'ils soient d'accord avec ça ou anti-sionistes, ont documenté comment l'armée israélienne a vidé des villages entiers de ses habitants palestiniens. Et ensuite, après, quand la guerre est finie, ces villages ont été rasés, on a fait des colonies juives dedans, on a enlevé les noms arabes des routes et des villages, on a mis des noms hébreux et on a effacé l'histoire. Et ça a été largement documenté par des historiens israéliens comme Yuri Davis, par exemple, même des historiens pro-sionistes comme Benny Morris a écrit sur ça. Il a démontré que les Palestiniens qui ont quitté, ils ont été chassés au bout du fusil. Mais sauf que lui, il était d'accord avec ça. Il dit on devait le faire parce qu'on voulait un pays. Mais lui, c'est un historien avant d'être un idéologue. Donc, il disait oui, ils ont été chassés, nous les avons chassés, notre armée a tué, notre armée a fait des massacres, et nous avions raison de le faire parce que c'était la seule solution. D'autres historiens israéliens comme Ilan Papé a dit on les a chassés, on a fait un nettoyage ethnique de la Palestine, mais on n'était pas obligé. On aurait pu concevoir une solution d'un seul État. Et d'ailleurs, à l'ONU, quand ils ont voté pour la solution de 2 États, il y avait une solution d'un seul État qui était présentée, mais les pays du Nord, les pays colonisateurs, y compris le Canada, ont manœuvré pour que cette solution de vivre ensemble dans un seul État, que cette solution soit écartée et qu'on ne retienne que la solution de 2 États. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat de cette solution de 2 États, parce que pour la mettre en œuvre, il a fallu chasser les Palestiniens et détruire leur capacité de faire un État à ce moment-là. Donc, c'est là l'origine du conflit actuel. Et il faut comprendre cette origine pour comprendre la rancœur des habitants de Gaza
dont les parents et les grands-parents viennent des villages, ils connaissent le nom des villages, certains ont encore les clés et ils ont été chassés de là et ils disent nous voulons retourner dans nos villages. Donc, suite, je profite de l'occasion de votre savoir de l'histoire de cette région-là, qui est une région très chaude. Donc, on revient en 67, il y a eu donc la fameuse guerre de 6 jours qui est connue en 67. Suite à ça, il y a eu une résolution 242 de l'ONU qui a suggéré le partage. Le partage, est-ce que vous pouvez, c'est quoi, Oui. 50% à peu Alors, près? qu'est-ce qui est arrivé entre 48 et en 49 et 67? En 49, il y a eu un cessez-le-feu, une armistice. Donc, D'accord. un cessez-le-feu d'abord et ensuite une armistice signée. Et là, Israël contrôlait beaucoup plus que les 56%. Il contrôlait 78% Hmm. de la Palestine. Ce qu'on considère aujourd'hui comme Israël, c'est les 56% que l'ONU a donné, plus le reste qu'Israël a conquis durant la guerre de 49, 48, 49. Et donc, ça totalise 78%. C'est ça, la carte qu'on voit d'Israël, c'est 78%. Et la communauté internationale, y compris les pays du Sud, ont fini par accepter que voilà, Israël est légitime dans ça. Bon. D'accord. Mais il y avait quand même plein de réfugiés. Et donc, les tensions continuaient, avec des escarmouches, des attaques des fidayines palestiniens. Et il y a eu, en 56, une guerre qui n'a pas duré longtemps autour du canal de Suez. Israël s'est mêlé de ça, puis s'est retiré du Sinaï. Et en 67, la tension augmente tellement qu'il y a une véritable guerre qui ne dure que 6 jours parce que je ne veux pas aller dans le détail de l'histoire, mais on a fait croire aux pays arabes et à Nasser qu'Israël n'allait pas attaquer, mais Israël a attaqué avec l'aide des Américains. Et donc, ils ont pu, pour la première fois, leurs avions de chasse. Vous savez, c'est un petit détail technique, mais il est intéressant à Oui, connaître. oui, oui, oui. Les avions de chasse israéliens, les avions de chasse en général, sont très rapides, mais ils n'ont pas une longue portée. Ils ne peuvent pas aller très loin. Mhm. Alors, donc, pour des avions de chasse israéliens pour bombarder l'Égypte, il fallait qu'ils passent au-dessus du Sinaï, qu'ils bombardent l'Égypte. Or, ils ont pu contourner toute l'Égypte par la Méditerranée, venir du côté de la Libye et bombarder l'Égypte du côté de la Libye parce qu'ils ont été ravitaillés en plein vol par les Américains. Et donc, ça a pris par surprise l'Égypte complètement et son aviation a été détruite presque complètement dans les 2 premières heures. On dit une guerre de 6 jours, moi je pense que c'est une guerre de 2 heures. Dans les 2 premières heures, toute l'aviation égyptienne était clouée au sol par Wow. les avions israéliens qui étaient rentrés du côté de la Libye. Le reste des 6 jours, c'était un nettoyage de la Cisjordanie par l'aviation israélienne. Hmm. Donc, au bout de ça, l'important, c'est la conclusion politique. Au bout de ça, qu'est-ce qui arrive? Au bout de ça, Israël prend le contrôle du Sinaï, de la Cisjordanie, de Gaza et du Golan syrien. Bon, alors, c'est quoi la différence entre 47, 49 et 67? C'est que entre-temps, l'ONU avait passé des principes de droit international qui disaient un pays n'a pas le droit d'annexer le territoire de notre pays par la force. N'a pas le droit. Et OK. donc, la communauté internationale, y compris le Canada, y compris les États-Unis, ont dit à Israël, vous ne pouvez pas annexer la Cisjordanie et Gaza. Il faut négocier avec les Palestiniens et arriver à un accord avec eux. Et depuis ce temps, ça c'est 67. De 67 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 33 plus 23, ça fait 46 ans. Mhm. Pardon, excusez-moi, ça fait 56 ans. Donc, depuis 56 ans, depuis 56 ans, Israël occupe la Cisjordanie et Gaza. Depuis 56 ans, la communauté internationale dit c'est illégal. C'est pas l'occupation qui est illégale. Vous êtes sujet à la Convention de Genève. Ce qui est illégal, c'est de faire des colonies, d'installer votre propre population. Ça, c'est illégal. Mhm. Donc, et c'est la position du Canada, en fait. Si vous allez sur le site web du gouvernement du Canada, des Mhm. ministères des Affaires extérieures, vous allez voir, c'est dit clairement, le Canada ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem. Il considère
que la Cisjordanie et Gaza sont des territoires occupés militairement, que les colonies de peuplement sont illégales, et donc, il faut que, pour légaliser tout ça, les Israéliens doivent convaincre les Palestiniens de leur donner leur territoire. Or, les Palestiniens ne veulent pas. Et c'est pour ça que depuis 46 ans, on est dans l'impasse. Alors, Maintenant, on arrive à la guerre de Kippour de oui. 73. Alors, 73, tout ce qu'elle a changé, cette guerre, c'est que Israël occupait aussi le Sinaï, qui est territoire égyptien. Alors, Et Sadat, Le Golan de la Syrie, c'est ça? le Golan et le Sinaï de l'Égypte, Tout à fait. les deux. Est-ce que vous souhaitez que je montre une carte ou Oui, bien bien sûr, avec plaisir. Voilà, regardez bien cette carte. OK. La première carte qui est à votre gauche, Oui, voyez, oui, montre la résolution 181 de l'ONU. OK. Elle disait la partie qui est en jaune pâle, on va la donner à Israël, le reste sera pour un État arabe. La résolution 181 Oui, en 81, 1947. 47. Quand il y a eu la guerre, à la fin de la guerre en 49, voilà ce que Israël occupait. Voyez, D'accord. vous voyez ça ici, là, c'est l'autre carte. C'est la partie pâle, c'est ce qu'Israël occupait en réalité, 78%, et l'autre partie, c'est euh, euh, en bleu, c'est ce qui est resté aux Palestiniens. C'est la bande de Gaza et la Cisjordanie. Exact, exact. Après ça, comme Israël, la question n'a pas été résolue, en 67, Israël occupait ces deux territoires. Mais elle occupait aussi le Sinaï, qui avait été occupé en 67. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Sadat? Il a fait une petite guerre, toute petite, pour traverser le canal de Suez, détruire les défenses israéliennes et puis négocier. Il n'a pas voulu avancer plus. Il a dit, voilà, j'ai démontré que je suis capable de taper si nécessaire, négocions. Entre-temps, l'armée israélienne a, elle, réussi à faire une contre-offensive, à occuper, à rentrer en Égypte. Et c'est sur cette base, il y a eu des négociations et qui se sont terminées en 78 par ce qu'on appelle les accords de Camp David. Et Israël a quitté le Sinaï, qui était égyptien. Mais elle n'a pas quitté la Cisjordanie ni Gaza. Bon, D'accord. alors l'étape suivante, la plus importante, c'est Oslo. Les accords d'Oslo ont été signés en 93. OK. Et ça veut dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et dans les accords d'Oslo, l'entente était que on va négocier pour qu'il y ait un État palestinien et au bout de 5 ans, on devrait arriver à une solution définitive. OK. Sauf que le mot État palestinien n'apparaît nulle part dans les accords d'Oslo. Il dit on va négocier pour une paix. Alors, les Palestiniens reconnaissent la légitimité de l'État d'Israël avec Oslo, mais Israël ne reconnaît pas un État palestinien. On Il parle dit, de l'autorité palestinienne plutôt. on parle de l'autorité palestinienne, c'est une autorité, mais on ne dit pas c'est quoi son territoire, on ne dit pas c'est quoi ses prérogatives, on ne dit pas que c'est un pays. Donc, c'était un accord très inégal. Très bien. Mais quand même, les Palestiniens ont signé en étant de bonne foi, en disant, bon, on espère qu'Israël est de bonne foi, on va quand même signer, on va essayer d'arriver à la paix parce qu'ils voulaient la paix. Bon, qu'est-ce qui se passe depuis Oslo? Depuis Oslo, au lieu d'avancer vers la paix, Israël augmente sa colonisation. Plus de colonies qui sont illégales en vertu de l'accord de Genève, plus de colons, plus de checkpoints qui empêchent les Palestiniens de circuler, plus de restrictions, plus de démolition de maisons palestiniennes, parce que chaque fois que les Palestiniens construisaient une maison sur leur propre terrain, si moi je suis un Palestinien, j'ai un champ et je suis propriétaire et je construis une maison, Israël me dit non, tu n'as pas le droit et ils la détruisent. Bon. Alors tout ça, ça se passe depuis Oslo. Résultat, les gens disent, mais ce n'est pas une paix ça. Même les Israéliens, regardez, les cartes que je vous ai montrées viennent d'un document qui est écrit par le comité israélien contre la destruction des maisons. Ça, ce sont des Israéliens qui sont avec le droit des Palestiniens et ils disent notre gouvernement
est en train de violer les droits élémentaires des Palestiniens et ils documentent tout ça parce que les médias ici n'en parlent pas beaucoup. Eux, ils documentent, ils montrent comment, qu'est-ce que Israël est en train de faire, comment ils occupent le territoire, les accords de paix. Les accords de paix, tout ça, c'est documenté ici. Regardez ça, par exemple. Les accords de paix d'Oslo, on donne aux Palestiniens des petits bouts dans la Cisjordanie et tout le reste reste sous contrôle israélien, alors que la Cisjordanie aurait dû être entièrement sous contrôle palestinien. Donc, eux, ils documentent tout ça, ils montrent que les accords d'Oslo ont été injustes et ils montrent comment la violence a continué. Et c'est tout ce background historique dont je vous ai parlé qu'il faut avoir en tête pour comprendre la réaction du Hamas. Alors, moi, je veux être très clair là-dessus. Si on tue des civils, c'est un crime de guerre. Justement, c'est ça ma prochaine question. Maintenant, on est arrivé là, on est actuellement. Quelle est la position de Rachid Antonius par rapport à ce qui se passe actuellement? Voilà. Alors, le massacre de civils, qu'il soit fait par le Hamas ou par Israël ou par les États-Unis ou par le Diable vert, le massacre de civils est un crime de guerre. Le Hamas a commis, dans le cadre de son initiative militaire, il a commis des crimes de guerre qui doivent être condamnés. Cependant, l'initiative militaire elle-même peut être tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que les Palestiniens ont essayé euh, euh, par tous les moyens d'obtenir la paix, il n'y a pas moyen. Israël continue à les bombarder. Vous savez, les médias n'en parlent pas ici. Moi, j'ai des amis qui vivent à Gaza. À chaque semaine, ils m'envoient des vidéos de bombardements israéliens qui détruisent des maisons avec des énormes incendies, de la fumée partout à Gaza. Donc, la violence israélienne à Gaza n'a jamais arrêté. Alors, on peut comprendre la réaction des Palestiniens de vouloir réagir militairement, même s'ils n'ont pas le pouvoir. Et donc, vouloir faire une initiative militaire qui n'est qu'un centième ou un millième de ce qu'Israël fait envers eux, en soi n'est pas illégitime. Bon, mais il y a deux questions qu'il faut dire. C'est pas illégitime, mais ça n'autorise pas à tuer des civils. Ça n'autorise pas à faire un crime de guerre. À l'intérieur de ça, il y a eu des crimes de guerre, il faut le dire, il faut le dénoncer. Deuxième question, c'était légitime, mais est-ce que c'était sage? Est-ce que c'est la bonne chose à faire compte tenu du rapport de pouvoir? On voit le résultat aujourd'hui. Même si on dit, oui, le Hamas a fait des choses graves et tout, mais Israël a fait des choses 10 fois plus graves. D'accord. Donc, peut-être que le Hamas est excusable de, pas des crimes de guerre, non, mais de l'initiative militaire. Mais est-ce que c'était sage, compte tenu du résultat? Et beaucoup de gens rejettent maintenant beaucoup cette idée-là en disant, voilà, l'initiative du Hamas n'était pas une bonne idée parce qu'on voit ses résultats. Très bien. أثناء سلام ديت مورلين راشد d'Antonios قلنا ذا مسيحي وكذا صغيرة ذا صغير. Vous êtes de confession chrétienne, monsieur Rachid, hein, c'est Je ça? suis né dans une famille chrétienne. Je me considère beaucoup citoyen égyptien de culture arabe. Et pour moi, ça ne fait pas de différence si mes concitoyens sont d'une autre confession ou pas de confession du tout. Donc, Donc, je crois que la religion était quelque chose qui doit rester au niveau spirituel, mais que les rapports politiques de citoyenneté doivent être fondés sur une citoyenneté commune sans égard à la d'accord. religion. Voilà. La religion, malheureusement, elle est souvent invoquée. Vous avez donc donné les raisons historiques récentes par rapport à ce conflit, mais on peut aussi convoquer les mythes religieux, bibliques et coraniques qui parlaient aussi de l'Exode de Moïse, de l'Égypte, de Oui, notre mais pays. tout ça, c'est des excuses. Vous savez, Voilà. la vraie dynamique est une dynamique politique. Et il faut voir au-delà des discours qui invoquent la religion, qu'est-ce qui relève des rapports politiques entre les gens et comment on légitimise ou on légitime ces rapports politiques en faisant intervenir la religion. Je tiens juste à rappeler Oui, l'association ACNAL Montréal et puis aussi Eskillen ici à Ottawa et puis à Trois-Rivières vont inviter Hella Wardé, chercheur, enseignante tunisienne
pour donner une série de conférences. Donc, comme vous voyez, le programme de Hella Wanda est très chargé. Il est très Donc, chargé. et j'imagine que vous allez participer à une. Oui, je vais assister parce que j'ai beaucoup utilisé ces travaux dans mon propre livre et donc je serai honoré de la rencontrer. Donc voilà, Hella Wardé, c'est une chercheure de haut calibre qui a travaillé beaucoup Voilà. sur ces questions de religion, sur notamment l'origine de l'islam. Elle a écrit donc Les derniers jours de Mohammed, édité à Albin Michel en 2016, Les califes maudits en trilogie, donc La déchirure à l'ombre des sabres et Meurtre à la mosquée de 2019 à 2021. Donc elle sera avec nous ici, avec un programme très chargé. Merci beaucoup, Monsieur Rachad Antonius. Merci. Au revoir. مثل وين كنتي اي دي قيمنا ندير قيمه ذي ثالويث